Le divan, seconde partie. À Paris, les chats se révèlent pour la plupart dépressifs et volatiles. Celui-là était volant. Il se dirigea vers le fond de la pièce, sans prêter aucune attention à notre présence. Il s'arrêta devant un objet improbable, sorte de croisement entre une balance et un bandit manchot. On m'expliqua qu'il s'agissait d'un appareil particulièrement sophistiqué, importé du pays du soleil levant, capable de délivrer la dose idéale de nourriture en fonction des variations du poids de l'animal, censé monter sur la balance pour déclencher le processus. La bête restait plantée devant la machine. Elle asséna soudain un magistral coup de patte sur le plateau de pesée. La mangeoire se remplit alors d'une quantité effrayante de nourriture qu'elle engloutit avec voracité. Elle soigna sa sortie, nous gratifiant d'un petit balancement de la queue, avant de retraverser la porte, comme un poulpe géant s'évade par la maille d'un filet. Pensant avoir à s'excuser du comportement sans gêne de l'animal, elle lâcha dans un souffle. Lui reste, il était déjà là à notre arrivée. Aimez-vous les chats ? Cette question, de prime abord insignifiante, divise en deux camps irréconciliables les propriétaires parisiens, les amoureux des chats et le reste de l'humanité. Ma présumée légère allergie aux poils de ces bestioles allait-elle, cette fois encore, pouvoir me sauver ? Son regard ne scia pas. Elle n'était pas dupe de ma pirouette. C'était une femme de tête. Toute résistance était illusoire. Je lui avouai la formidable vertu thérapeutique de mon activité. Chaque rencontre avec un félin, accompagné de son lot de caresses d'usage, avait fini par me désensibiliser. Elle souriait maintenant et se montra curieuse d'entendre mes anecdotes félines. Les récits de mes aventures animalières allaient s'enchaîner et nous faire oublier la course des horloges. J'exposais les stratagèmes inventés dans l'espoir de faire rentrer, avant le retour de leur maître, ces animaux ayant profité d'une visite pour s'enfuir dans les parties communes. Je détaillais la mise en œuvre savante des cheminements de croquettes dans les escaliers pour que le fauve regagnât sa cage dorée. Ces techniques devraient être enseignées dans les formations au métier de l'immobilier. On raconte qu'il y a quelques années, une concierge, reprenant son service en fin d'après-midi, alertée par la plainte sourde s'échappant de la cage d'escalier aux étages supérieurs, découvrit, implorant, le regard vide, un agent immobilier complètement hagard. Après des heures de battue infructueuse, il s'était assis, sur les marches et psalmodié le nom d'un célèbre compositeur français du XIXe siècle, dont sont affublés bon nombre de chats à usage domestique. Le malheureux avait encore une main tendue vers la bête, qui, quelques marches au-dessus de lui, l'observait avec curiosité. Lui, on ne l'appelle pas. On n'a jamais osé le rebaptiser. Quand il est venu pour la première fois, il était tellement... Elle n'osait prononcer le mot. Il était évident qu'il lui faisait peur. Elle m'avoua avoir essayé de condamner discrètement avec du scotch transparent la chatière, mais il parvenait toujours d'un coup de griffe à l'arracher. Elle venait de réaliser que sa présence pouvait poser un problème pour la vente et lors des visites. Je la rassurai. Pour moi, ce chat devait avoir un bail amphithéotique, bien antérieur, non négociable,
avec le prochain occupant. J'espère simplement qu'il acceptera d'être suivi par mon notaire. Elle s'étonnait de rire, d'aussi bon cœur, m'exhortant à poursuivre le cours de mon récit, avec l'empressement d'un enfant réclamant le soir une dernière histoire, de peur que l'on éteignît. Je poussai mon avantage en lui racontant comment ma prudente réserve à l'encontre des chats fut à l'origine d'une singulière rencontre avec une actrice faisant les beaux jours des théâtres parisiens. Elle habite un grand loft rue de Lappe, où s'égayent une demi-douzaine de chats à mon arrivée. Elle s'amuse de mon trouble, me voyant rougir et me tasser dans la méridienne où elle a pris place à mes côtés. Mais les rougeurs naissantes sur mon visage ne sont pas dues à son charme, mais à la présence de 4 boules de poils griffus jouant les équilibristes dans mon dos. Je ne suis nullement impressionné, mais à la limite d'un choc anaphylactique. Loin d'en prendre ombrage, elle chasse en riant les opportuns et revient en tenant une petite mallette. Elle en tire un pinceau chinois dont les poils de la brosse, étonnamment fournis, s'agencent en un petit éventail. Avec application, elle le passe en de lents va-et-vient dans une minuscule boîte qu'elle a ouverte avec d'infinies précautions. J'ai encore le temps de voir le mouvement de tête repoussant en arrière sa chevelure, qui jusqu'alors masquait une partie de son visage. Je l'avais vue récemment au théâtre, dans une pièce de boulevard. Elle y tenait le rôle d'une femme, une épouse bafouée, dissimulant son mal de vivre par une excentricité, à la limite de la loufoquerie. J'avais été stupéfait, la représentation terminée, de la transformation de son visage au fil des rappels. Elle se départissait lentement de son rôle, à petites gorgées, comme on étanche sa soif pour ne pas s'étouffer. Chaque levée de rideau voyait son visage se transformer, retrouver peu à peu une dimension humaine. La folle excentricité se faisait folie douce. Mais paradoxalement, cette simplicité empreinte de gravité la rendait encore plus inaccessible. La caresse du pinceau sur mes joues. À l'entendre, cette poudre est magique. Seule sa maquilleuse en connaît le secret. Au bout de quelques minutes, j'embaume la poudre de riz, mais la permission de rouvrir les yeux. Elle a rangé ses accessoires et contemple son travail. C'est apparemment déjà beaucoup mieux, mais je vais devoir rester un peu, le temps que cela fasse effet. Cet après-midi-là, nous parlâmes de tout, à l'exception de chats et d'immobilier. Je redécouvris Goldoni, dont elle allait assurer les représentations d'une pièce qu'elle me lut presque intégralement. Je marquai, replongé dans mes souvenirs, un trop long silence, que mon interlocutrice interrompit avec impatience. « C'est une belle histoire, mais vous n'avez pas même visité l'appartement ? Qu'est-elle devenue ? L'avez-vous revue ?» Le sort de cette célèbre inconnue avait pris le pas sur ses préoccupations personnelles. J'allais lui répondre quand son visage se décomposa. Un bruit de pas résonnait dans la cour. Maintenant une clé faisait jouer la serrure de la porte d'entrée. Cette fois, il y avait peu de chance pour que ce fût le chat qui fit son retour. Un homme entra. Il alluma. Nous n'avions pas vu le temps passer. La pièce était plongée dans une demi-obscurité. Le claquement de la porte fit l'économie des 2 autres coups et plongea ce décor de carton-pâte en plein vaudeville. Si mon statut d'agent immobilier pouvait lever toute ambiguïté sur ma présence en chaussettes au beau milieu du salon,
Je compris que la colère froide, inondant les yeux du nouvel arrivant, augurait de sombres présages. Il se départit lentement de son imperméable détrempé par l'orage. Il se tenait à l'endroit même où, tôt ce matin, elle l'avait aidé sans doute à l'enfiler, tout en le questionnant sur l'emploi du temps de sa journée, s'assurant de l'heure exacte de son retour. À la maison, avait-elle même précisé. Cette maison qu'il savait, depuis quelques secondes, n'être plus pour très longtemps son domicile fiscal. Il ne fallait pas être grand clerc pour comprendre qu'elle ne l'avait pas tenu informé de cette démarche d'estimation, et qu'il était temps pour moi de repartir en coulisses. En 2 enjambées, je fus sur le grand escogriffe, et m'empressai de lui tendre une vigoureuse poignée de main. Bien loin de toute marque de sympathie, ce geste n'avait pour but que de lui imposer une étreinte assez forte qu'elle lui ôta toute velléité de violence à mon égard.